municipales 2020. Aujourd'hui, je suis avec Monsieur Marc Vernier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous vous présentez à la candidature pour devenir maire de Lynx avec Lynx, un avenir pour tous. Quelle est la logique de cette phrase? La logique de Lynx, un avenir pour tous. D'abord, il y a 6 ans, j'ai présenté une liste d'opposition à Lynx qui était intitulée Lynx pour tous. Lynx a évolué, Lynx a grandi, et aujourd'hui nous avons un avenir, du moins nous prétendons que nous avons un avenir qui est un avenir commun. C'est la raison pour laquelle on a intitulé la liste Lynx, un avenir pour tous. Et cet avenir, nous le partageons, et nous voulons le partager avec les Lynxois, tous les Lynxois. Alors, on va faire un peu le tour du programme, des propositions que vous voulez faire aux Lynxois. Avant, on va essayer de mieux vous découvrir. Vous, Marc Vernier, derrière, qui êtes-vous? Qui je suis? Actuellement, je suis président de la Chambre de métier et de l'artisanat des Landes. Je suis artisan. J'ai 64 ans. Comme vous le savez, notre réseau de chambres de métier va devenir un réseau régional. C'est mon dernier mandat. Et j'ai toujours voulu apporter mon expérience, mes compétences, si tant est que j'en ai, à une équipe de Lynxois. Tout à l'heure, vous avez dit je me présente à la candidature pour devenir maire. Ce n'est pas tout à fait exact. J'ai constitué une équipe que je pensais devoir, pour justement assurer cet avenir à Lynx, de compétences. Et c'est cette équipe qui se présente devant les Lynxois. Ce n'est pas moi qui me présente pour devenir maire. C'est cette équipe qui se présente et que je suis très fier de mener. Équipe qu'il a été difficile de réunir, il ne faut pas se le cacher, parce que ce n'est pas une équipe d'amis, ce n'est pas une équipe de famille, ce n'est pas une équipe de connaissances, c'est une équipe de compétences et de Lynxois en même temps. Alors, on va rebondir tout de suite sur l'équipe. Comme vous dites, j'ai pas voulu une équipe de famille, de copains, de tout ça, mais de compétences. Pourquoi aujourd'hui, pour être maire, il faut être encadré par des compétences? Qu'est-ce qui fait dire ça? Parce qu'aucun de nous n'a la science infuse, aucun de nous peut prétendre avoir toutes les compétences requises, même si chacun de nous peut apporter dans le panier son poids. Pour ma part, bien sûr, il y a un poids politique certainement, de par mes différents mandats. Mais lorsqu'on parle par exemple de digitalisation, ce qui aujourd'hui, pour les artisans, pour les commerçants, pour les Lynxois, dans leur vie de tous les jours, est une nécessité. Ben, quoi de mieux que de prendre une spécialiste chez nous, en l'occurrence Marie Pratt, qui va amener toutes ces compétences et qui sont des compétences nationales. Nous avons besoin de chaque... Mais nous avons aussi besoin, quand on parle de la vie des Lynxois et de la vie notamment des personnes du troisième âge, le mieux c'est d'aller chercher quelqu'un dont c'est quelqu'un ou d'autres, plusieurs personnes qui sont capables et en compétence dans ces domaines. Chez nous, ça va être Raymond Henck et Monsieur Saint-Paul, par exemple. Mais dans tous les domaines, j'ai cherché, dans toutes les thématiques, à chercher la personne qui ait le poids et les compétences et l'expérience la plus poussée. Alors, on a une idée. Alors, on va attaquer les différents points du programme, puisqu'on sait maintenant que vous avez essayé de mettre les personnes qui connaissent. Je l'ai résumé avec, on va parler finances, on va parler patrimoine, on va parler du bien-être au quotidien, et puis de démocratie. Est-ce que vous avez un premier sujet préférentiel? On peut parler des finances, si vous voulez. Alors, on va démarrer les finances, justement. J'ai noté que vous voulez être très rigoureux à ce niveau-là. Ça veut dire? Là encore, on recommence à parler compétences. Pour la gestion de la commune, pour les finances, je suis allé rechercher les compétences de M. Guy Baruchel, qui a une longue carrière dans l'industrie et dans l'entreprise, et qui a ces compétences et qui a cette clairvoyance et cette notion d'une gestion rigoureuse. Hier, il disait encore en réunion publique, finalement, gérer une commune et gérer un bon père de famille, nous le savons tous. Nous savons exactement comment ça se passe dans nos paniers et dans notre vie de tous les jours. On connaît ses dépenses, on connaît ses emprunts et ses engagements. Voilà. Et
cette gestion-là, oui, en totale transparence, à la disposition des Linxois, de façon régulière, avec des comptes publiés, parce qu'il s'agit quand même de leur argent. C'est de l'argent public. De ce point de vue-là, j'ai aussi cette expérience de la gestion des deniers publics. Mais avoir quelqu'un sur la liste qui soit véritablement dans cette compétence était très important. Cette transparence des comptes, nous ne faisons pas un procès à ce qui a pu se passer avant, à ce qui a pu se faire avant. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que nous voulons gérer de cette manière-là. Nous voulons gérer en disant aux Linxois, voilà, aujourd'hui, j'en suis à tel point, les emprunts se terminent à telle date, etc. Maintenant, voilà ce que je peux faire, voilà ce que je ne peux pas faire. Et je pense que les Linxois ont besoin de connaître au jour le jour cette comptabilité, cette gestion. Et là, je vais rebondir avec la participation, le côté démocratique que vous voulez mettre en place, puisque quand il y aura des gros projets, donc qui demandent obligatoirement beaucoup d'argent, là, vous ferez des consultations. Oui, parce qu'il y a une idée qui est quand même très simple, hein, c'est que l'un ou l'autre de nous, et moi en particulier tête de liste, je peux avoir les idées les plus fantastiques à mes yeux, si elles ne sont ni réalisables, ni finançables, ni ne correspondent à un besoin, c'est que j'ai eu une bonne idée, mais qu'elle vaut rien. Donc, l'idée, aujourd'hui, on a un programme global. On sait où nous devons a priori aller. Mais faut-il encore savoir si là où on va, ça correspond bien à un besoin. Je vous donne un exemple. On a parlé dans notre campagne de revitalisation commerciale. C'est un sujet que je connais un peu, puisque les chambres de métier y sont quand même très mêlées. Et cette revitalisation commerciale, pour nous, elle passe par, à Lynx, la création d'une halle couverte. Pourquoi? Parce que c'est une manière de centrer le développement commercial de Lynx qui est nécessaire. L'idée en soi, elle y est. Mais quand? Enfin plutôt, où? À quel endroit? À quelle implantation? Comment? Quel jour de fréquentation? C'est pas à nous d'en décider. C'est aux Lynxois, aux exposants non sédentaires, au commerce sédentaire qui pourrait s'ajouter à sa périphérie, de dire le meilleur emplacement c'est là, la fréquence c'est cela, c'est plutôt le samedi que le vendredi, c'est plutôt le vendredi et le samedi. C'est là où on a besoin que les Lynxois expriment leurs besoins. Faut-il qu'on cherche à avoir un commerçant qui vient de s'installer, qui soit poissonnier, ou un boucher pour remplacer les deux bouchers qu'on avait il y a une vingtaine d'années? C'est là, donc, que pour nous, il y a d'un côté le projet, les compétences pour le réaliser, ça c'est important, savoir quelles sont les modalités de financement, etc. Et puis, il y a, et surtout, et avant, les Lynxois qui doivent exprimer. Les Lynxois, c'est-à-dire, eux, nous sommes tous concernés. Je fais aussi mes courses, et donc il faut que nous sachions ce qui correspond le mieux à nos besoins. Donc logique, consultation, et après des groupes de travail pour aller au bout de ce qui sera sorti de ces consultations. Des groupes de travail, et qui ne soient pas enfermés dans le conseil municipal. C'est-à-dire que les Lynxois doivent pouvoir participer, s'ils le désirent, à ces groupes de travail, même s'ils ne sont pas conseillers municipaux. Les conseillers municipaux sont leurs représentants, sont leurs ambassadeurs, sont leurs rapporteurs, qui doivent remonter au conseil municipal, qui doit ensuite prendre les décisions qui emportent la majorité des suffrages. Alors, avant de regarder un peu, en plus de la revitalisation commerciale dont vous venez de parler, on va finir le côté finance, puisque vous voulez pas toucher aux impôts, si j'ai bien compris, et aller chercher des subventions, puisqu'aujourd'hui c'est une méthode pour faire entrer des recettes. Tout à fait. Nous ne voulons pas augmenter les taxes, pour deux raisons. La première, parce que ce n'est pas notre politique de financement. La deuxième, c'est que dans le budget de la commune, on sait à quel montant correspondent ces taxes. Aujourd'hui, vous le savez, que ces taxes peuvent être assujetties à une augmentation du fait du redressement des assiettes, puisque, vous le savez, toutes nos taxes sont basées sur des valeurs locatives de 1974, et qu'après avoir fait ça auprès des professionnels, maintenant l'État va redresser et lisser sur 10 ans cette augmentation de l'assiette pour revenir à des valeurs locatives d'aujourd'hui. Donc si l'assiette augmente à taux égal, on va se retrouver forcément avec une augmentation des taxes.
notre idée, c'est de conserver dans le budget de Lynx le montant dans le budget auquel correspondent aujourd'hui les taxes. Donc de ne pas les augmenter, que les Lynxois ne payent pas plus d'impôts. La deuxième raison, c'est que de toute manière, nous n'avons pas l'intention de financer nos projets et les projets qui seront demandés ou approuvés par les Lynxois par la taxe. On ira chercher d'autres modes de financement. Alors, bien sûr, il y a les modes de financement que nous connaissons du conseil départemental, etc. Mais il y a aussi des financements régionaux, il y a aussi des financements nationaux, il y a même des financements européens, notamment sur la revitalisation des centres-bourgs. Vous savez qu'il y a tout un programme, dont d'ailleurs les chambres consulaires ont pris une grande part, pour amener la possibilité des subventions, des financements à des créateurs de commerce de bouche ou artisans. On va rebondir sur justement la revitalisation. On a parlé des halles. D'autres idées aussi pour dynamiser le commerce, l'entreprise? D'autres idées, oui, en fonction de ce que, encore une fois, il apparaîtra nécessaire. En tant que lynxois, je suis lynxois depuis 42 ans, j'ai épousé une lynxoise de souche. J'ai connu à une époque, à Lynx, plusieurs épiceries, 2 boulangers, ils sont toujours là, 2 bouchers. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Moi, personnellement, j'aime bien le poisson. Donc, quand on me consultera, je dirais, ben, ça serait bien qu'un poissonnier vienne. Mais faut-il encore qu'il y ait véritablement un marché pour lui? Donc, des commerces, mais aussi des artisans. Parce qu'il y a d'autres phases de la réhabilitation qui passent par une mise à disposition pour les Lynxois de services. On pense par exemple à l'opération réparateur, qui permettent de permettre l'installation de réparateurs en électroménager, audiovisuel, etc., informatique, qui viennent combattre l'obsolescence programmée. Il y a un programme là-dessus, il y a des subventions, il y a des financements possibles, et évidemment, ça c'est au service des Lynxois, puisqu'ils n'auront plus à faire des kilomètres dans le département pour aller rapporter leur machine à laver et cassée, alors qu'on peut très bien la réparer. D'accord. Pour finir un peu, un moment douloureux, c'était le site d'Arbaud. Aujourd'hui, si vous prenez la mairie, est-ce que vous aurez des actions dessus? Alors, toujours pareil, dans un souci de totale transparence et afin que les rumeurs, les on-dit, etc., soient bien clarifiées. À Lynx, nous avons un site de 41 hectares qui correspond à l'ancienne usine d'Arbaud, dont les sociétés Gramax et Sonae étaient les dernières propriétaires. Nous avons d'autre part un autre terrain, au centre même du village, ou quasiment, qui est inoccupé. Et puis un troisième qui est un site non exploité aujourd'hui, puisqu'il a cessé. Ce sont tous des sites privés. C'est-à-dire, il faut arrêter. Qu'est-ce que la mairie peut faire par rapport à ces choses-là? Elle ne peut que accompagner, faciliter, permettre que ces sites voient une réhabilitation, de nouvelles exploitations, mais les clés, c'est pas nous qui les avons. Donc, fini de faire des promesses qui consistent à dire je vais m'occuper d'eux, etc. Prenons le site d'Arbaud. Aujourd'hui, celui qui a les clés, c'est le liquidateur. Ce liquidateur a étudié les différentes propositions qui lui sont parvenues, lui ont été faites. Il les a transmises au tribunal de commerce, qui lui seul peut dire, bah, la sortie de la liquidation, c'est la vente de ce terrain à X ou à Y. Bien sûr qu'à partir de là, nous devons, et nous sommes, et nous serons consultés, mais on doit faire mieux que ça, on doit être dans la négociation, parce qu'il ne s'agit pas non plus que ce qui pourrait se faire à cet endroit-là, ou ailleurs, sur tous ces sites privés, lorsqu'ils sont vendus ou lorsqu'ils sont malheureusement liquidés, dans le cas de Darbaud, enfin de l'ancienne usine Darbaud, on ne peut pas laisser faire quelque chose qui soit contraire à la revitalisation du village, à sa redynamisation. Imaginez que sur le site d'Arbaud, on fasse un village bis entouré de 4 murs. Et qu'est-ce que les Lynxois qui habitent dans le village de Lynx font? Ils meurent. Donc il faut pouvoir être force de négociation pour dire, eh bien, si sur ce site-là, vous pensez faire tant de logements ou tant d'installations artisanales, sachez que nous, on est en train de faire et d'installer un commerçant boucher. Est-ce que c'est bien utile qu'il faut donc être force de négociation, bien sûr s'intégrer dans le processus, et nous serons intégrés. Si nous sommes élus, c'est un des sujets qu'on abordera
mais dès le lendemain du Conseil constitutif. C'est une évidence. Ce n'est pas le seul sujet, mais ça, c'est le sujet le plus brûlant. Alors, il y a actuellement des projets nous ont été... On a été informé des projets qu'il y avait. Il y a notamment un projet d'envergure. Je rappelle que ce projet, de tous les projets qui sont proposés, il est choisi en fonction du fait que la commune n'étant pas propriétaire du sol, elle ne peut pas aller vers un projet qui n'apporte rien à Lynx, comme par exemple, si on nous avait proposé une centrale photovoltaïque sur ce terrain-là, je peux comprendre l'intérêt qu'il y a si nous sommes ensuite bailleurs de ce terrain, parce qu'il y a un rapport, mais là, ce n'est pas le cas. Donc on va aller vers un projet qui soit véritablement au bénéfice des Lynxois, à condition qu'il soit cohérent avec ce que nous faisons, et à condition qu'il soit porteur d'emploi. Si un projet arrive sans qu'il soit porteur d'emploi, je ne vois pas l'intérêt. Il y a quand même 16,8% de chômage à Lynx. Et ça, c'est aussi un souci, et il faut s'en occuper de façon absolument impérative. Donc tout dans ce que nous pourrons faire, nous, là où nous avons la main, et dans tout ce qu'on accompagnera ou devra faciliter, il faut systématiquement avoir en tête, je veux restructurer l'offre d'emploi à Lynx. Et alors, en réhabilitant le centre historique de Lynx, vous pensez que c'est une piste pour justement créer des emplois? Restaurer le centre historique de Lynx, ça veut dire quoi? Ça veut dire, actuellement, la commune a énormément grandi ces 10-12 dernières années, avec une augmentation de population importante qu'il faut prendre en compte. Ce sont des Lynxois, à part entière. Ils ont choisi de s'installer à Lynx pour diverses raisons. Le bien-être, le bien-vivre, la qualité de vie, très bien. Nous devons l'améliorer et nous devons répondre à leurs besoins. Ce qui fait que le village s'est complètement étendu à l'ouest et qu'il pourrait se réétendre à l'est sur le site de l'ancienne usine d'Arbaud s'il était réhabilité dans ce sens. Le centre historique, il faut le préserver. On ne peut pas faire quelque chose d'un côté, de l'autre permettre n'importe quoi et laisser mourir ce centre historique. Donc, quand on parle du centre historique, c'est à la fois les bâtiments qui y sont, je pense à la salle des fêtes, qui est quand même un monument de Lynx kitsch, mais à préserver, et surtout à préserver. Et puis, tout simplement, il faut revitaliser ce centre pour que ce soit bien de là que parte ensuite toute la réhabilitation et toute la réinstallation des commerces et des artisans, des entreprises artisanales sur le territoire. Il faut rééquilibrer. Et le meilleur moyen de rééquilibrer, c'est le centre, de lui redonner vie. Alors, on va rapidement parler maintenant du bien-être au quotidien. C'est vraiment un chapitre qui vous importe. En résumant simplement, vous voulez développer l'offre de services aux Lynxois. Oui, développer parce que les Lynxois ont besoin, comme dans beaucoup de villages, je suppose, mais nous voulons absolument que ce soit à leur disposition une maison des services parce que l'assistance sur la déclaration d'impôts, les problèmes qu'on peut rencontrer pour les artisans auprès de l'URSSAF, auprès bref, dans la vie de tous les jours, il semble nécessaire en effet de leur faciliter la vie, les démarches. Nous sommes un village qui est situé à 7 km en gros du front de mer, de l'océan, mais c'est un village qui est quand même à une bonne demi-heure de Dax, pratiquement 1 heure de Mont-de-Marsan. Bon, il faut faciliter les démarches. Pour ça, une maison des services à la disposition de tous, troisième âge, mais aussi jeunes qui s'installent, etc. Évidemment qu'aujourd'hui, le tout informatique se répand. Nous ne sommes pas tous des informaticiens, loin s'en faut. Et il y a une grande partie de ces mesures à prendre pour faciliter la vie des Lynxois qui passent aussi par le développement des bornes Wi-Fi et d'une assistance et d'une aide réelle sur l'usage Internet et informatique dans toutes ces démarches administratives ou autres. On va parler d'un autre sujet, c'est la communauté de communes. Aujourd'hui, c'est indispensable, on ne peut pas faire sans. Quel est le regard de Marc Bernier sur ça et quel sera votre comportement vis-à-vis de la communauté de communes?
Alors, vous avez dit, c'est même pas que la question ne se pose même pas. La question, voilà, il n'y en a pas. Nous sommes tous regroupés dans une communauté de communes. Ce sont des institutions que je connais bien pour les pratiquer au jour le jour dans mes fonctions de président de la Chambre de métier et de l'artisanat des Landes, puisque j'ai conventionné avec elles pour l'artisanat à ce niveau-là. La nôtre, Côte-Landes Nature, comporte 10 communes. La loi a récemment modifié la répartition des sièges au conseil et au bureau. Nous avons 4 communes principales qui ont une majorité de voix et de membres. Donc la chose évidemment la plus importante, c'est d'être en mesure de représenter et de peser de tout notre poids pour pouvoir d'une part participer au projet communautaire, s'assurer que nous en avons équitablement reçu les bienfaits, et participer parce que, là en plus, la communauté de communes a vu ses compétences accrues ces derniers temps. C'est ainsi, elle prend des compétences, notamment développement économique. Il faut donc pouvoir être en mesure de participer. Donc là aussi, il faut avoir un poids et un poids de compétences. Il est hors de question que nous ayons des représentants qui n'auraient pas la possibilité véritablement de s'intégrer dans ce travail. Et puis enfin, il faut préserver les budgets et les projets locaux dans chacune de nos communes. J'ai d'ailleurs entendu récemment le vice-président s'exprimer sur votre antenne et qui disait bien, il faut être capable de travailler ensemble, c'est nécessaire, mais il faut aussi quelque part que nous ayons la liberté de faire dans nos communes et de mener à bien des projets locaux qui ne correspondent pas forcément à un besoin général. Et que ces projets locaux soient évidemment soutenus par la communauté de communes. Donc là encore, il faut être capable d'être l'ambassadeur, le meilleur VRP possible de sa commune, pour dire voilà, je fais ça, ce n'est pas contraire aux intérêts communaux, communautaires, pardon, et je vous propose de me soutenir, car il y a aussi là des problèmes de financement, etc. Donc, pour moi, c'est évident, et d'ailleurs, la loi est ainsi faite que on vote à la fois et en une seule fois pour des conseillers communaux, municipaux, et pour des conseillers communautaires. C'est pas pour rien. C'est les mêmes personnes qui vont devoir, selon un certain ordre établi, qui vont devoir aller défendre leur commune, les défendre et participer. Et participer, parce qu'il y a des projets communautaires, il y a des mutualisations nécessaires, etc., en termes économiques, évidemment. On arrive à la fin de cet entretien. Je vais vous poser la même question que je pose systématiquement à tous mes invités, à tous les candidats. Le 15 mars, on va voter à Lynx. Pourquoi voter pour votre liste plutôt que pour l'autre liste? Alors, moi, j'ai appris dans ma formation que il n'est jamais bon de critiquer son concurrent. Et c'est certainement pas mon propos. Ce que je veux simplement dire aux Lynxois et aux Lynxoises, c'est que je leur propose une équipe forte de compétences, forte d'expérience, représentative, qui n'a absolument, en plus qui allie un courant d'idées très diversifié, et qui, je crois, sont capables de véritablement défendre leurs intérêts, que ce soit au sein du conseil municipal et que ce soit au conseil communautaire. Donc, je pense que, pour moi, le job consistait à leur proposer cette liste de compétences et d'expériences. Et je pense qu'en votant pour Lynx pour un avenir pour tous, c'est voter pour des gens capables de gérer et de représenter les intérêts des Lynxois. C'est en tout cas ce que je me suis efforcé de faire en constituant cette liste, d'une très grande qualité. Merci beaucoup. Merci. C'était Marc Vernier, Lynx, un avenir pour tous. Maintenant, c'est à vous de choisir.